J'ai toujours été aventurière. J'ai toujours aimé le risque. Puis j'ai jamais eu peur, je pense, de me planter. Des fois, je regarde ça avec le recul, puis j'en reviens même pas d'avoir passé à travers ça. C'est ça. Puis de lever un fonds. On a quand même levé 60 millions pour Evol. C'est énorme. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus fort quand on est différents points de vue autour d'une table. Et veut pas, quand on est une femme ou quand on est un homme, on vient avec un bagage différent. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais il y a seulement 3% de tout le capital d'investissement qui est investi dans des entreprises dirigées par des femmes. Alors, le Lab a vraiment été créé pour trouver des nouvelles façons de travailler pour mieux rejoindre des entreprises dirigées par des femmes. Séverine Labelle, bienvenue au Startup Podcast. Oui, merci. Tu es la DG du Lab Excel, donc Lab Excel qui est pour la BDC, ancienne PDG de Evol Financement, anciennement Femme Essor. Tu as fait tout ce virage-là. Tu as tellement un beau parcours inspirant. On t'a vu dans plusieurs panels. En tout cas, moi, personnellement, je t'ai entendu dans plusieurs panels. J'ai fait tes cheveux pendant un petit bout de temps. Donc, je connais un petit peu le behind the scene. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de ton nouveau rôle. Félicitations d'ailleurs pour ça. Donc, qu'est-ce que c'est le Lab Excel BDC pour commencer? Oui. Bien, écoute, je suis arrivée chez BDC il y a 7 mois. Le Lab Excel est une nouvelle création de BDC sous l'impulsion d'Isabelle Hudon. Isabelle Hudon, il y a à peu près un an maintenant, a lancé une nouvelle plateforme d'investissement en capital de risque pour les femmes entrepreneurs à travers le Canada. 500 millions de dollars qui sont dédiés à faire de l'investissement pour des entreprises dirigées par des femmes. Et le Lab, c'était une des composantes de cette grande plateforme d'investissement-là. Le Lab, comme son nom le dit, c'est un genre de laboratoire d'innovation. C'est un lieu, pas tant physique, mais plutôt un espace au sein de BDC Capital où on peut explorer des nouvelles façons d'investir au sein des entreprises dirigées par des femmes. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a seulement 3% de tout le capital d'investissement qui est investi dans des entreprises dirigées par des femmes. C'est fou. C'est minime. C'est beaucoup trop peu. Et donc, on a un défi à relever comme société parce que le capital d'investissement, c'est un outil vraiment puissant pour stimuler la croissance des entreprises. Alors, le Lab a vraiment été créé pour trouver des nouvelles façons de travailler pour mieux rejoindre des entreprises dirigées par des femmes, puis notamment les entreprises à leur tout début. Donc, vraiment les entreprises qui sont en émergence, qui sont au tout début de leur parcours. Travailler avec les partenaires de l'écosystème entrepreneurial qui sont, eux, au premier rang avec les femmes entrepreneurs puis avec les entreprises en émergence et essayer de faire en sorte d'augmenter l'accès des femmes au capital d'investissement à travers le Canada. Donc, c'est un peu le mandat qu'on m'a donné quand je suis arrivée à BDC en avril dernier. Wow, merci. Ouais, vas-y. Moi, j'allais dire, est-ce que tu savais que ça allait être ça, ton mandat? Oui, je savais que ça allait être ça. Je savais qu'on avait une enveloppe de 100 millions, donc à investir à travers des entreprises à travers le Canada, mais outre le fait d'utiliser ce lab-là comme un laboratoire d'innovation pour amener plus d'investissements dans les poches des entreprises dirigées par des femmes, j'avais un beau mandat, je dirais, entrepreneurial, de développer le plan d'affaires, la thèse d'investissement, le fonctionnement. J'avais vraiment, je dirais pas carte blanche, mais beaucoup d'espace pour essayer de trouver le concept qui ferait en sorte qu'on atteindrait nos objectifs. Concept qu'on va dévoiler, qu'on dévoile aujourd'hui. Honnêtement, c'est tout à ton honneur. Là. Ouais. C'est fou quand même que tu aies bâti tout ça, donc félicitations. Et là, j'aimerais savoir si tu peux nous en dire davantage sur c'est quoi le capital de risque, le capital d'investissement. Je pense que c'est des mots qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, le capital de risque, ou en fait, le capital d'investissement, c'est un outil financier qui permet d'amener de l'argent dans des entreprises qui ont généralement un très grand potentiel de croissance, des entreprises innovantes. On parle de capital de risque notamment parce que c'est une forme d'investissement très risquée. Souvent, on investit dans les entreprises très tôt dans leur
démarrage. Souvent, c'est seulement encore un concept, une idée, une nouvelle technologie qui n'existe pas encore sur le marché, puis tout est à construire, tout est à tester. Le marché, est-ce qu'il va y avoir vraiment des clients pour ça? Est-ce que ça répond vraiment à un besoin? Donc, comment ça fonctionne, dans le fond, le capital de risque? Bien, c'est un investisseur qui peut être un individu, à travers un ange financier, par exemple, une institution comme BDC ou un fonds en capital de risque privé qui va finalement investir de l'argent dans l'entreprise en échange d'une part de propriété de l'entreprise. Donc, il va acheter pendant un certain temps des parts dans l'entreprise et qui va devenir un peu copropriétaire de l'entreprise avec l'entrepreneur pendant généralement une durée entre 5 et 10 ans, là, de façon générale. Okay. Pour investir cet argent-là, l'investisseur doit vraiment croire à un très haut potentiel de croissance de l'entreprise. Généralement, on investit dans des entreprises qui sont vraiment, qu'on appelle disruptives, qui vont complètement changer un marché, qui amènent quelque chose de complètement nouveau sur le marché, puis qui a un potentiel de devenir international, donc un potentiel de devenir des licornes, comme on appelle souvent, donc des futurs Facebook, Amazon, etc. Évidemment, des entreprises qui réussissent à se rendre là, il y en a très peu. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un capital de risque, parce que souvent, c'est sur 20 investissements, il y en a juste un qui va finalement être vraiment rentable. C'est fou. Est-ce que donc, le 1, il rembourse toutes les autres, exactement. C'est ça. C'est que dans le fond, c'est une philosophie souvent où on va chercher le coup de circuit. Ouais. Les investisseurs en capital de risque ils vont faire plusieurs investissements dans l'espoir qu'il y en ait un qui devienne une licorne, justement, puis qui va rapporter des centaines de millions de dollars à l'investisseur et dans ses propres poches, évidemment. Mais malheureusement, dans le marché très compétitif mondial, c'est pas toutes ces entreprises-là qui vont se rendre là. Ceci dit, toutes les autres vont pas fermer non plus. Il y en a plusieurs qui vont connaître une très belle croissance, qui vont devenir des très bonnes entreprises, mais qui vont peut-être pas ramener un très haut retour sur investissement à l'investisseur. Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le capital de risque, le capital d'investissement, parfois, on dirait qu'il est vu de façon un peu négative parce qu'on entend des histoires de requins ou autres, mais la réalité, c'est que généralement, les investisseurs, puis encore plus, je dirais, les investisseurs institutionnels comme BDC, on fait ça dans un objectif de contribuer au développement économique du Canada. Ce qu'on veut, c'est que chacun des investissements qu'on fasse réussisse puis que les entrepreneurs aient tous les outils nécessaires pour atteindre la croissance qu'ils veulent atteindre. Donc, les investisseurs apportent du capital, mais ce sont aussi des partenaires d'affaires qui amènent une expertise, des connaissances, un réseau d'affaires qui vont ouvrir des portes, qui vont faciliter l'accès à d'autres investisseurs, parce qu'au fur et à mesure que l'entreprise grandit, souvent, il y a un besoin en apport en capital qui continue de grandir. Et donc, d'avoir des gens solides autour de nous, c'est vraiment important. Par contre, il faut bien choisir ses investisseurs puis s'assurer que ces investisseurs-là sont alignés à la mission qu'on a avec notre entreprise. Est-ce que c'est un peu comme les dragons, dans le fond? Absolument. Les dragons, c'est des anges investisseurs. Exact. Donc, c'est des personnes qui ont souvent eu eux-mêmes des entreprises, qui l'ont vendu, qui ont eu un succès financier avec ça, qui décident de redonner. C'est une façon de redonner, en fait, en investissant dans les jeunes pousses puis en les aidant à essayer de bâtir leur entreprise innovante et de la faire grandir. Donc, c'est un peu comme en fait, c'est ça. Les dragons, ce sont des anges investisseurs. Donc, pour les fonds en capital de risque ou les fonds institutionnels comme BDC, bien là, c'est un niveau, je dirais, de professionnalisation un peu plus grande. Dans le cas des fonds en capital de risque, généralement, ce sont des investisseurs qui gèrent l'argent de d'autres personnes. Quand on est un ange financier, on investit notre propre argent, donc on écrit un peu les règles qui dictent nos investissements. Mais quand on est un fonds en capital de risque, on gère l'argent des fois de fonds de pension, d'argent gouvernemental, l'argent de grandes familles qui ont beaucoup d'argent. Donc, on gère de l'argent qui ne nous appartient pas. Et ça vient avec un certain
un certain besoin de professionnalisation, de sophistication, dans le fond, des outils d'analyse pour prendre une décision si oui ou non on décide d'investir dans une entreprise. Mais on dirait qu'on est tombé dans un rabbit hole. Avant qu'on rentre là-dedans, c'est tellement fascinant. Vraiment. Mais là, moi, avant qu'on rentre là-dedans, je veux comprendre aussi toi, parce que, tu sais, tu as toujours été pour les femmes entrepreneurs. Puis d'où ça vient? Parce qu'avant, Femmes Essor, c'était un fonds d'investissement aussi, mais là, ils prêtaient de l'argent. Puis moi, j'en ai bénéficié pour l'achat du salon, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Puis, tu as toujours été pour les femmes. Puis là, encore une fois, c'est pour les femmes. Puis Evol, dans le fond, Femmes Essor est devenu Evol. La mission a changé et tout. Mais d'où ça devient cette espèce de drive-là de toujours être pour les femmes, puis de nous pousser, puis d'être là-dedans à fond, là? Je pense que j'ai toujours été... En fait, avant d'être dans le milieu des affaires, moi, j'ai longtemps travaillé dans le milieu social et communautaire. Donc, je suis quelqu'un qui est très... engagée envers une meilleure justice sociale. Je crois que pour être une meilleure société, on a besoin du potentiel, puis de l'intelligence, puis de l'apport de tous les membres de la société. Je pense que c'est important de pouvoir bénéficier du potentiel, de l'intelligence, de l'apport, de la contribution de toutes les personnes dans la société, peu importe leur culture, peu importe leur genre. Il ne devrait pas y avoir de barrière à cet effet-là. Puis, j'ai longtemps donc travaillé à essayer à travers différents projets sociaux, d'améliorer l'insertion sociale des personnes un peu plus marginalisées. Mm-hmm. Et quand je suis arrivée dans le monde des affaires, puis j'ai vraiment, à un moment donné, réalisé que les femmes n'étaient pas là. Ouais. J'ai travaillé pendant 7 ans à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et quand on faisait nos grands événements, surtout dans les premières années, là, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, mais 80% de la salle, souvent, c'était des hommes. Les femmes étaient très peu là. On les voyait très peu sur la scène. On les voyait pas à la table d'honneur. On les voyait pas, tu sais. Et pendant que j'étais à la Chambre de commerce, j'ai dirigé pendant un certain temps le World Trade Center Montréal, qui est la division de la Chambre qui aidait les entrepreneurs à exporter à l'international. Et je dirais que c'est là où j'ai, tombé en amour avec les entrepreneurs. Je me suis vraiment sentie inspirée à leur côté. J'ai vraiment réalisé que c'était elles qui amenaient des solutions innovantes, justement pour créer un monde plus juste, un monde meilleur, j'ai envie de dire. Mais même au World Trade Center, il n'y avait pas beaucoup de femmes, surtout pas en exportation. À un moment donné, après 7 ans, j'ai quitté la Chambre. J'ai eu besoin de prendre un certain recul dans ma vie professionnelle. Tu sais, après avoir eu 7 belles années, des années extraordinaires à la Chambre avec un beau parcours, j'ai eu besoin, puis j'avais envie, en fait, de me retrouver avec mes enfants avant qu'ils deviennent trop vieux. Donc, on est parti au Costa Rica pendant 7 mois. J'ai eu le temps de réfléchir à mon avenir. Puis pendant que j'étais là-bas, j'ai reçu... un appel d'une chasseur de tête pour le poste chez Femmes Essor. J'ai fait comme « Oh, wow! » Ma passion pour les entrepreneurs, ma passion pour la justice sociale jusqu'à un certain point, parce que là, la mission de Femmes Essor, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs au Québec, donc une meilleure égalité des genres dans le milieu économique. Et puis, j'ai dit oui à l'aventure. Puis c'est comme ça où je suis vraiment tombée dans la soupe de l'entrepreneuriat féminin. Puis que j'ai réalisé à quel point il y a des barrières encore aujourd'hui, des obstacles au développement des femmes en affaires, puis en entrepreneuriat en particulier. Vraiment. Puis je trouve ça le fun qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est vraiment un enjeu, effectivement. Tu sais, moi aussi, puis Cam et moi, on en parle souvent. Ouais. C'est un fait. Il y a beaucoup plus d'hommes dans le domaine des affaires. Puis, tu sais, moi, je respecte autant le succès d'un homme que d'une femme. Ben oui. Bien évidemment, c'est tout à leur honneur ce que les hommes accomplissent. Cependant, il y a effectivement beaucoup de barrières pour la femme parce que même moi et Cam, en tout cas, on en a déjà parlé. Je pense que Cam a vu peut-être moins ce sentiment-là, mais moi, je suis entourée de plein d'amis, de gars qui ont une grande drive, tout ça, entrepreneurial, puis moi aussi, j'ai cette drive-là, mais j'ai pas beaucoup d'amis de filles qui l'ont, puis on dirait qu'inconsciemment, je me mets une pression juste parce que je suis une fille de prouver à mes amis que mais moi aussi, j'ai ce potentiel-là, puis checkez-moi bien aller parce que comme je suis aussi forte que vous,
Pourtant, ils me respectent tous. Ma mère, c'est une entrepreneuse que j'admire énormément. Tu sais, je suis entourée de plein de fans de Cam qui a un beau succès, mais j'ai pareil la pression. Fait que, tu sais... Pourquoi? C'est ça. Mais ça vient de loin, je pense. Mais oui, ça part de loin. Quand même, ça vient de loin. C'est le même... Pourquoi? Parce que notre société, en ce moment, est dominée par les hommes dans ce domaine-là. Puis c'est correct, c'est normal. Je pense que ça va changer, par exemple, avec le temps. D'ailleurs, j'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps où ça a été nommé que, semblerait-il, que c'est la première fois depuis soit longtemps ou depuis toujours qu'à 30 ans, Diary of CEO, je ne sais pas si tu connais ça. Bon, mais lequel épisode? Ça fait pas longtemps, c'était le 25 septembre, je pense qu'elle est sortie. Oui, avec une neuroscientifique. Je l'ai pas écouté. Donc, on s'entend que c'est une source. On te l'enverra. Puis, elle nommait que c'est la première fois en longtemps ou depuis toujours, comme j'ai dit, qu'à 30 ans, les enfants sont plus pauvres que leurs parents l'étaient à 30 ans. Et il est en train d'avoir un grand shift entre le succès de l'homme et la femme, puis la femme est de plus en plus forte, alors que malheureusement, l'homme s'affaiblit. Ce qui est dommage, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression que d'ici 10, 20, 30 ans, la place de la femme dans la société, au plan des affaires, va avoir grandement évolué, puis ça va être équilibré grâce à des choses comme ce que tu fais, ce qui est vraiment cool. Ben, on l'espère. Je pense que... Puis il y a beaucoup d'études qui démontrent que les entreprises les plus performantes, c'est les entreprises qui sont diversifiées dans leur équipe de direction puis dans leur conseil d'administration. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus fort quand on est différents points de vue autour d'une table. Et veut pas, quand on est une femme ou quand on est un homme, on vient avec un bagage, ne serait-ce génétique, différent, et donc des expériences de vie différentes, des besoins physiologiques, biologiques différents, et tout ça, ça contribue à amener une définition des besoins ou des opportunités différentes. Et donc, si on rapporte cette connaissance-là scientifique au niveau des entreprises, si on la rapportait au niveau de la société, mais je suis convaincue que ce serait la même chose, que les sociétés les plus performantes devraient être normalement les entreprises, les sociétés où il y a cette diversité-là et où autant les hommes que les femmes, que les personnes non-binaires puissent jouer un rôle équitable au sein de la société. Vraiment. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour ces grands changements-là. Puis c'est le fun d'en faire partie. Je pense que Cam a une belle entreprise. Puis moi, j'ai des belles aspirations dans le domaine entrepreneurial aussi. Puis c'est le fun de participer à ça. Puis de justement s'unir puis travailler tous ensemble. Là, comme tu dis, de s'entourer d'une équipe diversifiée. C'est une équipe performante. Là, ça, 100%. Parce que moi, je viens d'un monde de femmes. Puis souvent, je cherche à m'entourer d'hommes parce qu'ils ont tellement des points de vue différents. Puis une rationalité hors du commun. Là, qu'on a moins, tu sais, en tout cas que moi j'ai pas. Donc c'est de l'équilibre finalement dans tout ça. Vraiment. Tout à fait. Puis quand je suis arrivée chez Femmes et Sœurs, j'ai vécu un peu l'inverse. Je suis arrivée dans un monde complètement de femmes. J'étais la 29e employée avec un seul homme dans l'équipe. Oh my God. J'ai vécu quand même une période d'adaptation, je te dirais, tu sais, de travailler qu'avec des femmes. Puis une des raisons qui nous a amenés à changer Femmes et Sœurs pour Evol, c'était aussi cette volonté-là de venir diversifier notre organisation de l'intérieur. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne les organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur Startup. C'est beaucoup plus facile de le faire avec un nom comme Evol qu'avec un nom comme Femmes et Sœurs. Certainement. Puis avec une mission un peu plus élargie aussi et plus inclusive pour l'ensemble des populations qui... Parce que les femmes ne sont pas les seules, là, on va se dire, à avoir des obstacles en entrepreneuriat. Pas du tout, vraiment. Puis comment tu as trouvé ça? Parce que tu as mené tout ce projet-là à terme. Là, tu sais, moi, c'est le moment où je faisais le plus tes cheveux, je pense, quand tu étais en plein dans la tempête de changer Femmes et Sœurs pour Evol. Puis là, tu étais dans les annonces. Après ça, changer le nom, le logo. Toute cette espèce de... C'était un énorme projet. Là, c'était big. C'est une grande décision aussi de se redéfinir de cette manière-là. Une très grande décision. Un très grand projet. Des fois, je regarde ça avec le recul, puis j'en reviens même pas d'avoir passé à travers ça. C'est ça.
Puis de lever un fonds, on a quand même levé à l'époque 60 millions pour Evol, c'est énorme. Puis là, je le vois encore plus aujourd'hui que je travaille je rencontre plein d'autres fonds à travers le Canada. Il n'y a pas tant de fonds qui ont des sommes aussi considérables pour investir ou faire des prêts dans les entreprises. Ça a été une expérience extraordinaire, mais c'est aussi à ce moment-là où j'ai vraiment découvert encore plus, je pense, ma fibre entrepreneuriale, si on veut, ou je suis peut-être pas moi-même en affaires, mais de toute évidence, j'ai beaucoup de plaisir, exactement, j'ai beaucoup de plaisir à développer des nouveaux projets d'affaires, les mettre en place, réfléchir à la stratégie en arrière, à l'implantation, toutes les opérations pour que ce soit déployé, que ça fonctionne. J'ai besoin d'être constamment en train de me challenger, puis de challenger l'organisation dans laquelle je travaille. Je pense que, tu sais, on a besoin de grandir puis de se transformer au même rythme que la société. Puis, de nos jours, je pense aussi que les entreprises qui se posent pas de questions puis qui regardent pas eux-mêmes comment ils peuvent évoluer risquent malheureusement de disparaître. C'est sûr. Effectivement. On est tellement dans un monde en changement, puis ça va vite en ce moment, là. Très vite. Fait que... Vraiment. Plutôt, tu as parlé, en fait, de la philosophie derrière le Lab Excel, c'est-à-dire que c'est des capitales de risque élevés, justement. Puis, j'aimerais savoir, est-ce que cette philosophie-là, de ne pas avoir peur du grand risque, a toujours été en toi ou c'est comme une évolution que tu as vécue d'être de plus en plus ouverte à travailler avec des entreprises où le risque est plus élevé, mais peut-être plus stimulant? Oui. Écoute, je pense que j'ai toujours aimé le risque. Je pense que ça a toujours fait partie de moi. Très jeune, tu sais, je vous donne un exemple. Je suis partie à 20 ans avec 500 $ dans mon compte de banque puis un billet ouvert en Europe. Je suis partie pendant un an toute seule. C'est tellement hot. Tu sais, à 18 ans, je suis partie avec ma vieille bécane. J'ai roulé en Virginie. Ma mère, elle m'écoute. Oh my God, je pense que j'en ai fait vivre de toutes les couleurs. J'ai toujours été aventurière. J'ai toujours aimé le risque. Puis j'ai jamais eu peur, je pense, de me planter, comme on dit. J'ai ma mère, encore une fois, qui m'a inculqué une grande confiance en moi. Je me définis pas par ce que je fais. T'sais. Je suis quelqu'un et je fais des choses. C'est deux choses différentes. Puis dans ce que je fais, il y a des choses que je vais réussir, puis il y en a que je vais pas réussir. Puis j'ai un peu la même approche avec le Lab. Par ailleurs, le Lab, je veux quand même faire un aparté parce que quand on m'a recrutée, une autre chose qu'on m'a dit, oui, j'intègre la grande équipe de capital de risque chez BDC Capital, mais on me dit un peu, on veut pas que tu reproduises un autre fonds en capital de risque. On veut que tu fasses quelque chose de différent. Puis que tu adresses des ambitions différentes, des besoins différents des femmes qui sont propres aux femmes. Alors, développe quelque chose. Oui, c'est ton instrument, c'est du capital d'investissement, mais reviens-nous avec d'autres propositions. Wow. Et c'est là où, dans le fond, on a décidé de faire un lab qui investit dans les entreprises à impact social avec des profils de retour sur investissement qui tantôt peuvent ressembler à ce qu'on fait en capital de risque, donc la licorne, comme on parlait, mais dans d'autres cas, qui vont plutôt avoir une croissance élevée, mais durable, puis un peu plus, moins en forme de hockey stick, là, comme on dit, mais plutôt en montée durable, parce que quand on essaie de construire une entreprise avec un double ou un triple bénéfice, donc quand on veut à la fois avoir un bénéfice financier, un bénéfice sur les gens, puis un bénéfice sur la planète, veut pas, on amène, ça vient avec une certaine forme de complexité, puis ça prend un capital qui est un peu plus patient. Donc, on va pas nécessairement chercher à avoir ce retour exponentiel-là en 5 ans, mais on va plutôt avoir un horizon de temps beaucoup plus long et donc s'investir avec l'entreprise sur une plus longue période de temps pour aller rechercher à la fois un bon retour sur investissement, mais à la fois aussi un impact positif sur la société qui va être mesurable et qu'on va pouvoir suivre au même rythme que le retour financier. Donc, le Lab, dans le fond, va investir dans des entreprises dirigées par des femmes qui amènent des solutions concrètes
à certains enjeux sociaux qui sont de la première importance. On parle de santé, d'éducation, de réduction des inégalités, on parle de consommation, de production responsable, et donc de sécurité alimentaire. On s'entend dessus que ce sont des enjeux aujourd'hui qui sont, tu sais, dans toutes les discussions, on parle beaucoup d'environnement, mais les enjeux sociaux en arrière sont extrêmement importants. Puis tout le monde a un rôle à jouer pour amener ces solutions-là. Puis au premier plan, je pense que les entrepreneurs, avec leur créativité, leur innovation, peuvent amener des solutions extraordinaires qui peuvent être et répliquer de façon exponentielle à travers le monde. Et c'est dans ces entreprises-là qu'on veut investir et on le fait en collaboration avec des partenaires de l'écosystème. Puis c'est un peu ça le modèle innovant du lab, en fait. C'est plutôt que de faire tout par nous-mêmes au sein de la BDC. On a choisi 25 partenaires à travers le Canada, des incubateurs d'entreprises, des accélérateurs d'entreprises, des groupes d'anges financiers, donc les gens qui investissent de leur propre argent. Tous ces groupes qui sont souvent les premiers à prendre un risque avec les entrepreneurs innovants qui débutent puis qui développent une nouvelle technologie. Nous, on vient s'accoter à eux, on augmente leur capital disponible pour investir, puis eux, en échange, continuent de soutenir, d'amener une expertise à l'entrepreneur pour l'entourer des meilleures ressources, puis donner toutes les chances possibles de succès. C'est malade. C'est malade. Puis j'ose imaginer à quel point ça doit être captivant de rencontrer ces entrepreneurs-là qui ont des idées innovantes avec du beau potentiel. Ça doit être vraiment le fun. Puis je suis curieuse de savoir justement c'est quoi maintenant, dans les prochains mois, prochaines années, ton rôle au lab. Ben, on connaît ton poste, mais dans le sens où est-ce que toi, tu les rencontres, les entrepreneurs? Est-ce que tu supervises ton équipe plutôt? Oui. On est dans le fond, avec le lab, on est une toute petite équipe. On va être 4-5 personnes parce qu'on va justement utiliser les partenaires comme notre équipe sur le terrain. C'est un peu ça l'idée. Plutôt que d'embaucher du nouveau monde qui vont faire le même travail que ce que beaucoup de partenaires font déjà, on utilise ou on travaille en collaboration avec ces partenaires-là qu'on a choisis, qui vont être un peu notre équipe sur le terrain, nos yeux, nos bras, nos oreilles sur le terrain. Ceci dit, on rencontre quand même les entrepreneurs. Donc, concrètement, comment ça marche? Une entrepreneur, pour recevoir un investissement du Lab Excel, va d'abord devoir être recommandée par un des 25 partenaires. Donc, comme on sait un incubateur. C'est ça. Donc, ces organisations-là voient les entrepreneurs, ils les voient passer, sont les mieux placés pour savoir, elle a vraiment du potentiel. Elle, il faut comme pousser plus loin sa technologie, c'est vraiment innovant. Il y a vraiment quelque chose là, ça répond aux critères du Lab. Donc, ce sont les partenaires qui vont revenir en disant, Séverine, l'équipe du Lab, on a trouvé tel entrepreneur, on voit vraiment à elle un très grand potentiel d'impact et de croissance. On pense que vous devriez investir dans cette entreprise-là. Et nous, à partir de ce moment-là, on va rencontrer l'entrepreneur, on va évidemment faire une revue diligente de l'entreprise, s'assurer, tu sais, dans le fond, ce qu'on cherche à évaluer, là, tu sais, quand on prend une décision d'investissement, c'est quoi la technologie qu'ils ont développée ou c'est quoi la solution qu'ils amènent sur le marché? Est-ce que ça répond à un besoin, un problème réel, un problème social, comme on l'a mentionné? 2, c'est quoi le marché potentiel pour cette entreprise-là? Est-ce que c'est une entreprise qui va juste desservir le Québec, le Canada, la Terre entière? C'est quoi le potentiel de croissance? Et 3, qui est sûrement un des éléments les plus importants, c'est qui les personnes? Est-ce qu'on croit en elles? Parce que, puis Camille, tu le sais, là, être entrepreneur, ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup de patience, de persévérance. Est-ce qu'on pense que la personne qui amène cette solution-là est la bonne pour livrer cette solution-là, pour livrer le plan d'affaires puis continuer à diriger l'entreprise pour les 5-10 prochaines années à travers les prochaines phases de croissance? Est-ce qu'on croit en elle? Est-ce qu'on croit en son potentiel? Parce qu'à la fin, les entreprises dans lesquelles on investit sont tellement jeunes, c'est encore une idée, tu sais. C'est ça, t'investis dans l'humain, là. On investit dans l'humain, j'ai envie de dire, on est quasiment des chasseurs de tête d'entrepreneurs, tu sais, de futurs entrepreneurs.
Il y en a il y a des entreprises dans lesquelles on va investir qui vont avoir roulé leur boss depuis 2-3 ans, là, mais il y en a quelques-unes qui, c'est vraiment, ils sortent de l'université, ils ont développé une technologie pendant leur maîtrise en génie, puis là, tu sais, c'est ça, là, des fois, dans quoi on investit. Alors, c'est important de sentir que, c'est ça, on investit au sein d'une personne puis d'une équipe. Est-ce que la personne est bien entourée? Est-ce qu'elle est allée chercher, des expertises, des mentors, des coachs qui vont pouvoir l'amener plus loin? Donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc, oui, on rencontre les entrepreneurs. Puis oui, c'est inspirant. Moi, ça me fait triper. À tous les matins, je me lève, j'ai hâte de commencer ma journée puis de rencontrer la prochaine entrepreneur. C'est vraiment inspirant. Puis ça donne beaucoup d'espoir par rapport à notre futur aussi. Tu sais, quand je regarde toutes les solutions qui sont développées par les entrepreneurs pour nous amener ailleurs comme société. Ça doit être vraiment agréable de voir toutes ces belles idées-là, tu sais, le potentiel. Moi, je trouve que l'innovation, c'est vraiment inspirant. Puis c'est drôle parce que, justement, j'étais en vacances avec mes amis il y a quelques temps, puis on se questionnait, on se demandait, pensez-vous que c'est plus difficile aujourd'hui, puis je vous pose la question, là, pensez-vous que c'est plus difficile aujourd'hui innover ou c'était plus difficile de créer il y a 100 ans? Et c'est dur comme question. C'est donc une bonne question. On se challengeait, on se posait la question. Ben, moi, je pense que c'est plus dur en ce moment parce qu'on a l'impression que tout, mais c'est infini, dans le fond, là. C'est la même chose, mais on le sait juste pas encore que c'est la même chose. Ouais. Moi, je dirais que c'est vraiment deux contextes différents. C'est probablement tout aussi difficile. Mais l'avantage du passé, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on a aujourd'hui qui n'existait pas. La technologie n'était pas développée du tout, au même niveau qu'aujourd'hui. Mais l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, on a accès à des connaissances infinies que les gens n'avaient pas accès avant. Donc, je pense... En fait, je me révise, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est encore peut-être plus facile d'innover parce qu'il y a tellement de sources d'inspiration puis de connaissances qu'on peut pousser beaucoup plus loin les idées qu'on a comme entrepreneur. Maintenant, c'est sûr que c'est un marché qui n'est pas facile. Je pense que d'être entrepreneur aujourd'hui, ça peut être un sport extrême. Les conditions du marché ne sont pas évidentes, les conditions de financement ne sont pas évidentes. Il y a tellement d'enjeux à travers le monde, d'instabilité au niveau mondial, que ce soit au niveau de l'environnement, des changements climatiques, des enjeux de guerre. Tout ça finit par avoir un impact sur l'environnement économique, puis peut créer un peu plus de défis. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quelle belle... c'est pas de dire ça de même, mais quelle source d'inspiration pour développer des solutions, justement, puis changer les choses. Il y a plein de choses à régler en ce moment. Exact. D'où le fait que l'innovation, c'est vraiment cool. Puis je suis très d'accord. Je pense que tu as vraiment utilisé les bons mots là, pour décrire ma perspective aussi. T'sais, c'est deux contextes complètement différents, là, effectivement. Mais aujourd'hui, ce que je trouve le fun, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'être calé dans ce qui... Tu sais, si tu trouves un enjeu, tu n'as pas besoin d'être calé dans cet enjeu-là pour y apporter une solution, parce que moi, je peux avoir la créativité de trouver une idée puis d'engager les personnes qui, eux, vont être capables de mettre en place la solution, ce qui est vraiment cool. C'est vrai. Tu sais, comme tu dis, avec Internet, on a tellement de ressources à notre disposition. Il n'y a aucune excuse pour ne pas s'éduquer sur rien en ce moment. Là. Après ça, comme tu dis, le marché... il est quand même... c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de compétition. D'ailleurs, je suis curieuse d'avoir ton opinion. Tu sais, je sais qu'au Québec, peut-être que toi, tu le connais, le pourcentage exact, là, je me souviens plus, mais le pourcentage de PME est très élevé. Là, 98 98 voilà. C'est fou! Ouais. Fait que, tu sais, c'est énorme. Puis, mon point avec ça, c'est à savoir, tu sais, est-ce que c'est risqué, justement, de se lancer en entrepreneuriat alors que, tu sais, il y a autant de PME puis notre économie au Québec roule beaucoup là-dessus? Est-ce que il en manque-tu ou il y en a trop en ce moment, selon toi? En fait, puis ça, c'est pas des bonnes nouvelles, mais la BDC a sorti une étude durant la semaine de la PME qui était il y a quelques semaines où on voit, en fait, ce qu'on observe présentement, c'est une baisse drastique du nombre de nouvelles entreprises qui se créent.
Ah ouais. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que même s'il y a beaucoup d'entreprises, oui, 98 % de notre économie, c'est des PME, mais ce sont ces PME-là qui nous amènent de l'emploi, qui nous amènent de la richesse, qui nous permet d'évoluer comme société. Et à chaque année, il y a un certain nombre qui meurent d'entreprises. C'est normal. Des gens qui partent à la retraite, qui n'ont pas trouvé de relève pour leur entreprise, ou des entreprises qui, à un moment donné, sont plus aussi pertinentes parce que la société a évolué puis que l'entreprise n'a pas su s'adapter aux nouvelles conditions de marché ou aux nouveaux besoins de la clientèle, par exemple. Mais là, de voir que le nombre d'entreprises nouvelles créées descend, alors qu'on est quand même une population en expansion puis qu'il y a vraiment beaucoup de besoins, c'est préoccupant. Ça laisse juste plus de place aux grandes entreprises qui finissent par avoir beaucoup de monopoles et énormément de puissance économique. Encore là, je pense que, oui, ça en prend des grandes entreprises qui tirent le train, qui sont un peu des locomotives, mais ça peut pas être que ça qui drive notre économie. On voudrait pas avoir juste le choix d'acheter sur Amazon puis de plus pouvoir aller à la librairie, de plus pouvoir aller dans les boutiques de vêtements, de plus pouvoir aller à l'épicerie. On a besoin de ces commerces de proximité-là aussi, là. Donc, même chose, on a à faire notre marketing, puis on est au Québec, ben c'est le fun d'avoir des PME québécoises qui comprennent notre culture puis notre réalité de marché pour pouvoir nous aider à développer des bonnes stratégies marketing, par exemple. Donc, pour moi, ça fait juste m'indiquer encore une fois à quel point le travail qu'on fait comme investisseur notamment est important, parce que si on est en mesure de stimuler la création de ces nouvelles entreprises-là en leur donnant les capitaux nécessaires pour commencer puis croître, on va peut-être contribuer un tant soit peu à essayer de renverser cette statistique-là qui est à la baisse puis qui est pas une bonne nouvelle. Ouais. Est-ce que les grandes entreprises, eux, sont en croissance ou il y a juste plus de nouvelles entreprises qui se créent ou comme ça a drastiquement baissé? Oui, il y a une tendance assez claire là, aux gros conglomérats là, dans tous les secteurs d'activité. Là. Ouais, c'est fou. Mais tu sais, en même temps... Mais ça m'étonne pas. C'est pas étonnant, justement, parce qu'avec les défis, autant la pandémie qu'on a vécue, qu'après ça a traîné les défis financiers assez... Tu sais, c'est que une PME a beaucoup plus de difficultés à passer à travers ça qu'une grande entreprise. Fait que, tu sais, veut pas, la grande entreprise, elle se retrousse les manches, elle profite de ce moment-là pour shaker un peu les affaires, penser à son plan d'affaires, puis, tu sais, elle repart sur un meilleur pied, tandis que la PME est encore là à survivre. Elle essaie de prendre une bouchée d'air, puis elle replonge sous l'eau constamment. C'est dommage. Puis moi aussi, je suis d'accord. Je trouve ça difficile de voir quand l'économie sort un peu de notre province ou même de notre pays. C'est le fun à l'international. Puis tout, en fait, c'est le fun de voir une entreprise d'ici monter à l'international, mais c'est pas tant le fun de voir une entreprise d'ici quitter ici. Tu sais, quand les fonds, ils traversent à bord aux États-Unis, en fait, là, tu sais, quand les investissements viennent plus du Québec, quand on achète plus sur Amazon, justement, que dans nos entreprises locales, on réalise pas l'impact que ça a, tu sais. Puis je trouve ça important de sensibiliser les gens parce que, oui, encourager le local, c'est le fun, mais c'est aussi très important pour notre économie. Exact. Tu sais, chaque fois que tu choisis d'acheter sur Amazon, tu ignores d'acheter, tu sais, ton petit commerçant à Sherbrooke. Exact. Dans notre cas, mettons, qui offre la même chose, peut-être même pour un meilleur prix. Acheter, c'est voter, comme on dit. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, j'avais jamais entendu ça. Chaque acte d'achat a des répercussions beaucoup plus grandes que juste sortir de l'argent de notre portefeuille ou notre carte de crédit pour acheter quelque chose. Hein. Donc, tellement. J'espère que la sensibilisation, que les gens vont devenir de plus en plus sensibilisés à ça. Je trouvais que pendant la pandémie, il y avait eu comme une belle vague de sensibilisation à l'importance du commerce local. Puis on dirait qu'on l'a perdu un peu encore. Mais je pense qu'avec l'inflation, il y a certaines personnes qui ont abandonné. Exact. Mais en même temps, on dirait que... Mais à un moment donné, il va peut-être avoir un retour au slow living ou, tu sais, de consommer différemment. Là, moi, je sais que le podcast m'a fait un grand bien pour
pour ça. Là, on a rencontré tellement de gens. Moi, entre autres, l'industrie du vêtement, j'ai changé complètement ma manière de m'habiller puis d'acheter des vêtements. Mais tu sais, il y a plein d'autres industries comme ça là, qu'on peut faire des grands changements, je pense. Là. Oui, exactement. Ben, je pense qu'à un certain point, on n'aura pas trop le choix. Ben oui. Mais bref, de sensibiliser les gens, c'est toujours bien. Puis à ceux qui écoutent, on vous invite à acheter local. Moi, j'adore ça. Quand le temps des fêtes arrive maintenant, j'achète tous mes cadeaux localement. Ouais. Il y a tellement des beaux marchés de Noël. C'est tellement le fun pour vrai. C'est comme la fierté de savoir. C'est un petit peu plus long parce que tu peux pas tout commander tes cadeaux sur Amazon en même temps. Exact. Mais c'est bien plus le fun de prendre le temps d'aller dans les belles boutiques, puis de fouiner, puis de trouver les beaux cadeaux locaux. Je trouve que les femmes, puis en fait, je dis que je trouve, mais c'est aussi appuyé par différentes recherches, mais les femmes ont un niveau de sensibilisation face à l'environnement puis aux enjeux sociaux qui est beaucoup plus grand. Puis c'est donc pas étonnant de voir qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à créer des entreprises qui vont viser à la fois une certaine rentabilité économique, évidemment, parce que sinon, on ne peut pas survivre en affaires si on ne fait pas suffisamment d'argent pour payer nos salaires et se payer un salaire à nous-mêmes. Mais elles sont beaucoup plus nombreuses à créer une entreprise avec l'intention de départ de générer un impact positif ou d'amener une solution ou d'amener du bien dans leur communauté. Puis je pense qu'on a besoin de ça plus que jamais dans l'état actuel des choses. Puis c'est une des raisons pourquoi le Lab a aussi embrassé cette thèse d'investissement-là, de dire, il y a tellement de femmes à travers le Canada qui rushent leur vie, qui essayent de créer des entreprises qui vont amener non seulement de la richesse économique, mais un bien social ou environnemental. Il faut les encourager. 59% des entrepreneurs sociaux au Canada s'identifient comme des femmes, alors que seulement 28% des entrepreneurs au Canada s'identifient comme des femmes. Donc, il y a vraiment une surreprésentation des femmes dans l'entrepreneuriat social. Puis pour moi, en tout cas, je me répète, mais c'est vraiment une des solutions à l'état actuel de notre planète puis de notre société. C'est fou. Moi, je trouve ça capoté parce que, justement, je te connais personnellement. Je sais que toi, tout ce qui est environnemental, ça te touche particulièrement. Je trouve ça capoté que ta mission de vie au quotidien, là, tu la poursuis vraiment encore plus dans ton travail. Puis là, je me demande, là, ils te disent ça, eux autres, c'est bien beau, là. On te donne une enveloppe de 100 millions. Vas-y, Séverine, crée-nous quelque chose, puis t'as presque carte blanche. C'est quoi ton first move? Genre, qui t'appelle? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu vas chercher pour... Est-ce que tu t'enfermes dans un chalet pendant une semaine pour penser à qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est genre time to shine, j'ai toujours rêvé à ça, moi si j'avais tant de sous je ferais ça? Ça a été quoi le premier move, mettons? C'est une belle question, merci de l'avoir posée. Moi, la première chose que j'ai faite, puis même si, tu sais, j'arrivais des vols, ça faisait quand même 6 ans là, que j'étais sur le terrain à travailler avec des femmes entrepreneurs. C'était un premier rôle pour moi à travers le Canada. Puis je voulais pas prendre pour acquis que ce que je connaissais de la réalité du Québec était nécessairement applicable à l'ensemble des communautés au Canada. Donc, mon premier move, comme tu dis, ça a été d'aller à la rencontre de femmes entrepreneurs à travers le Canada et aussi de partenaires de l'écosystème à travers le Canada pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vécu par les femmes, c'est quoi les défis qu'elles vivent. Oui, pour moi, c'était vraiment important d'aller chercher cette connaissance-là avant de développer quoi que ce soit de concret. Je voulais vraiment mieux comprendre c'était quoi la situation des femmes entrepreneurs, des entreprises dirigées par des femmes au Canada. C'était quoi leurs défis, leurs obstacles face à aller chercher de l'investissement, notamment en capital de risque. Je voulais aussi avoir l'optique des partenaires, des investisseurs, tu sais, qu'est-ce qu'eux voyaient, pourquoi ils investissaient pas autant dans les femmes, etc. Donc, c'est vraiment tout ce que j'ai appris à travers je l'ai appelé mon listening tour, là, mon tour d'écoute. Pendant 2 mois, j'ai vraiment fait ça quasiment à temps plein. Wow. Je me suis aussi replongée dans un paquet d'études. Je voulais vraiment m'assurer que ce qu'on allait développer allait répondre à des vrais besoins, allait amener un vrai impact et allait être différent et complémentaire de ce qui existe déjà sur le terrain aussi. C'est quoi qui en est ressorti, justement?
Bien, justement, tu sais, que les femmes entreprennent énormément dans les entreprises qui amènent des solutions aux enjeux sociaux. Ça, c'était quelque chose que j'avais vu chez Femmes et Sœurs, qui m'avait d'ailleurs inspiré la transformation vers Evol. Mais là, j'ai envie de dire, je l'ai vu encore plus dans le domaine des entreprises innovantes ou technologiques. Je pense que les femmes, on le sait, tu sais, sont pas beaucoup en technologie, sont peu à aller suivre aller se former en sciences, en technologie, en mathématiques. J'ai l'impression que la tech pure, c'est pas nécessairement ce qui les intéresse, mais tech for good, utiliser l'innovation puis la technologie comme un levier pour produire du bien, pour contribuer au bien commun, ça les appelle. Ça vient les chercher. Fait que ça, c'est un des éléments que j'ai appris. Évidemment, toutes les difficultés. Le manque de connaissances sur c'est quoi le capital de risque, comment ça marche. Puis si je veux aller chercher de l'investissement, comment je m'y prends, qu'est-ce que je dois présenter, comment je dois choisir mon investisseur, qu'est-ce que les investisseurs cherchent exactement. Donc, moi-même, j'ai été puis je suis encore là en apprentissage intensif de c'est quoi l'investissement, puis comment ça marche, puis comment est-ce qu'on peut développer des outils pertinents pour répondre aux besoins des femmes. Et c'est fou, pareil. Ça devait être une belle période d'inspiration aussi quand même pour le projet que tu t'apprêtais à monter. Ouais. Oui, puis je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire ça. Je pense que aussi, ça m'a permis, ne serait-ce que de me développer un réseau à travers le Canada. Ça fait des années que je travaille seulement au Québec. Je connais mon réseau, je connais mon écosystème. Quand on sort du Québec, on réalise à quel point on vit un peu dans notre bulle au Québec. Puis l'écosystème à l'extérieur du Québec est différent, fonctionne de façon différente, puis est tout aussi inspirant. Il y a vraiment des organismes extraordinaires, des groupes d'anges financiers extraordinaires qui sont en place au Canada. Pour moi, ça a été vraiment enrichissant de les connaître puis de les aborder dans un premier temps en mode écoute. Dire, bien, raconte-moi comment ça se passe sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites, vous, exactement? Qu'est-ce que vous observez? C'est quoi les besoins? Si le lab devait devenir quelque chose, ce serait quoi dans votre vision? Puis c'est l'ensemble de tout ce que je suis allée chercher comme ça à travers les conversations à gauche et à droite qui m'ont permis de créer avec notre équipe le lab. Puis ça date, en tout cas, les échos qu'on en a reçus de l'écosystème puis des entrepreneurs est vraiment, vraiment positif. On a quand même lancé cet été au Startup Fest la thèse d'investissement. Donc, on avait déjà annoncé qu'on allait investir en impact social puis qu'on faisait un appel à tous les partenaires à travers le Canada, ceux qui voulaient travailler avec nous, sans vraiment nécessairement savoir comment exactement ça allait fonctionner. Mais déjà, ce premier lancement-là, si on veut, a eu des échos ultra positifs. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, mais je vous dirais qu'on a déjà une bonne liste d'entreprises qui attendent juste qu'on puisse aller analyser leur projet d'affaires puis voir si on peut investir avec eux. C'est vraiment cool pour vrai. Puis, je suis curieuse de savoir justement, c'est quoi les échos que tu as eus des hommes par rapport à ce projet-là? Hyper positif. Je pense que les hommes, notamment dans l'écosystème d'investissement, voient le déséquilibre. Ils le voient tous les jours, puis ce sont souvent des hommes qui ont des femmes, qui ont des filles, qui ont des nièces, qui voudraient s'assurer que le monde des affaires puis que le monde de l'investissement leur soit accessible aussi. Donc, j'ai trouvé en les hommes que j'ai rencontrés de façon générale, pas tous évidemment, mais de façon générale, des alliés, des gens qui veulent aider. Puis, déjà au sein de BDC Capital, j'ai plusieurs collègues masculins qui sont toujours prêt à m'aider. J'ai moi-même besoin d'aide, on va se dire. Là. C'est nouveau pour moi, l'investissement. Puis je suis arrivée dans une équipe avec des investisseurs qui font ça depuis 25, 30 ans, qui en mangent pour déjeuner depuis des années. Là, moi, j'arrive, je suis nouvelle. Mais ça m'amène aussi une perspective différente, un regard différent, puis peut-être des idées un peu différentes aussi.
Vraiment. Moi, je trouve que c'est full bénéfique, cette collaboration-là. Ben oui, vraiment. Sincèrement, c'est très précieux. Là. Puis, je suis curieuse d'avoir ton opinion. J'imagine que tu sais c'est quoi la discrimination positive. C'est quoi ça? Moi, je connais pas ça. OK. Ben la discrimination positive, c'est... puis tu me corrigeras si ta définition est différente, là, mais la discrimination positive, c'est le fait qu'à dossiers égaux, tu vas choisir la minorité. Donc, par exemple, toi, tu pourrais choisir d'engager une femme plutôt qu'un homme s'ils ont le même dossier. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Puis, je pense que, tu sais, veux pas, tu y touches directement. Donc, j'aimerais comprendre, pas comprendre, mais j'aimerais savoir, en fait, c'est quoi ta perspective sur la discrimination positive? C'est un sujet un peu délicat, j'ai envie de dire. Puis, tu sais, il y a des vues très différentes sur ça. Et moi, évidemment, ça fait des années que je travaille en discrimination. C'est ça, c'est ça. Il faut que j'y croie un peu, mais exact. Je pense que c'est malheureux, mais si la discrimination positive n'était pas là, on serait probablement au même point qu'il y a 50 ans. Là. Donc, c'est un peu triste d'être obligé de faire ça, mais je pense que par moment, c'est nécessaire quand on a besoin de rétablir justement une certaine équité. Jusqu'à un certain point, tu sais, pour moi, on ne rend pas service à personne si on embauche une femme juste parce qu'elle est une femme, même si elle est moins compétente que l'homme. On ne rend pas service à personne. On rend service quand on le fait à compétence égale. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis, tu sais, moi-même, je pense que j'ai été positivement victime, si on veut, de discrimination positive. J'ai l'impression que dans ma vie, il y a plusieurs moments où j'ai eu l'occasion d'évoluer dans ma carrière grâce au fait que j'étais une femme, puis parce que l'organisation était peut-être un peu en manque de femmes. Puis il y en a qui voient ça, tu sais, de façon négative, mais moi, je me suis dit, ben OK, peut-être que je suis choisie en partie parce que je suis une femme, puis pas seulement à cause de mes compétences, mais à moi, maintenant, de démontrer à quel point ils ont bien fait de me choisir. Vraiment. À quel point, tu sais, j'ai aussi cette responsabilité. Je me donne cette responsabilité-là quand je suis choisie, par exemple, sur un conseil d'administration ou dans un comité à haut niveau ou dans un rôle à haut niveau. Ben, tu sais, oui, j'ai été choisie pour mes compétences, j'ai été choisie parce que je suis une femme, mais ce que je veux qu'ils retiennent à la fin, c'est ce que j'ai amené comme impact, puis les compétences, l'expertise que j'ai apportée, pas le fait que j'étais une femme nécessairement. Mais des fois, ça prend ça pour amener plus de vagues. Ah, OK, bien, ça se passe bien avec les femmes, on en apporte plus, tu sais. Ben puis à un moment donné, bien, on va choisir des femmes, pas parce qu'elles sont des femmes, mais juste parce que elles sont compétentes, puis elles sont bonnes, puis elles amènent une perspective différente. Oui, vraiment. Puis je pense que de toute manière, quelqu'un qui s'en tient vraiment à la définition de la discrimination positive, c'est ce qui devrait se passer. Tu sais, dans le fond, c'est, comme je l'ai nommé dans la définition, c'est supposé être à compétence égale. Tu sais. Donc, dans cette optique-là, ben, c'est correct de choisir l'homme ou la femme, mais c'est pourquoi pas choisir la femme s'il y a un petit manque dans l'entreprise. Mais c'est vrai. Correct, là. Mais par contre, je dois le dire, moi, je suis maman de 2 garçons, 18 et 20 ans. Puis, dans notre société actuelle où tout est vraiment amené à l'extrême jusqu'à un certain point, parfois, tu sais, je m'inquiète aussi de leurs propres possibilités d'avancement dans notre société. Puis, c'est pour ça qu'il faut faire attention, je pense, de ne pas tomber de l'autre côté du spectre. Mon souhait pour l'avenir, c'est qu'on puisse rapidement passer à tu sais, par exemple, plutôt que d'investir dans les entreprises dirigées par des femmes, mais qu'on puisse investir dans les entreprises inclusives. Tout simplement. Des entreprises diversifiées, inclusives, tu sais, parce qu'on croit justement que les équipes de gestion qui sont diversifiées sont les plus performantes, puis sont les plus innovantes. Donc, puis je pense qu'on va y arriver. Tu sais, je pense que le passage par l'investissement au féminin était nécessaire et est encore nécessaire aujourd'hui, notamment dans le domaine d'investissement capital de risque. Mais éventuellement, tu sais, je pense qu'il va falloir aussi aller vers ça pour
vraiment que on soit dans une société équitable pour tous et toutes. Je suis très d'accord avec ça. Je trouve ça hot parce que tu as déjà une vision d'avenir pour le lab. Oui, dans un déjà certain son évolution dans ta tête dans un et certain tout, là. point. Ouais. Mais c'est capoté quand même de voir qu'on s'inquiète pour nos hommes aussi d'une autre manière. Tu sais, la recherche d'équilibre est difficile à atteindre. Oui. Mais je pense que c'est comme ça face à plusieurs enjeux sociaux. Tu sais, là, on parle de, l'égalité, l'équité entre l'homme et la femme, qui est un enjeu dont on parle depuis des années et des années. Puis, tu sais, il y a plein d'enjeux après ça par rapport à d'autres minorités qui vivent des défis. Puis, ce qui est difficile, je pense, c'est qu'il y a toujours une partie de la société qui pousse ça à l'extrême. Tu sais, alors que je pense que comme l'égalité, l'équité à son sens pur, ben c'est justement qu'on soit des alliés les uns envers les autres. Puis, on l'a nommé plus tôt, biologiquement, on est différents, donc, tu sais, on sera jamais parfaitement pareil. Puis je pense que ça, il faut en être conscient, le respecter, puis, tu sais, travailler en équipe pour atteindre des plus hauts sommets. Tu sais, au bout du compte, c'est la société, puis c'est le bien-être de nos humains, puis de la planète qui compte. Fait que je suis d'accord avec toi que, tu sais, moi aussi, des fois, j'en parle beaucoup avec mon partenaire, tu sais, puis les hommes aussi, ils commencent à ressentir une certaine pression de comme, oui, on veut élever les femmes, puis tout ça, c'est super positif, ou d'autres minorités. Mais aussi, ça vient avec une certaine pression de comme, ils ont encore leur place à avoir. Puis, ils sont pas méchants, là, tu sais, dans le sens que les pauvres, là, ils ont pas choisi ça, là. Ben non, exactement. Non, c'est ça. C'est vraiment. Les hommes ont beaucoup apporté à la société. Totalement. Puis, la dernière chose qu'on souhaiterait, c'est d'avoir une société où les hommes sentent qu'ils n'ont plus leur place. Ben, totalement. Je pense qu'on personne qui devrait souhaiter ça. Là, non, clairement. Certain, je pense que c'est un peu l'enjeu de la discrimination positive, en fait. C'est que, justement, quand j'en parlais avec d'autres personnes, il n'y a pas longtemps encore une fois, on se le disait qu'il y a des entreprises qui prennent un peu avantage de ce concept-là. Puis là, c'est plus de la discrimination positive. Là. C'est genre, comme, tu sais, c'est, hey, je fais de la discrimination positive, mais en réalité, c'est pas dossier égaux. Puis là, tu choisis d'engager des minorités tout simplement pour look good, alors que là, les compétences sont plus là. Tu sais, non, exactement. Faire attention. Mais bref, c'est un concept intéressant tout de même. J'apprends toujours. J'adore ça. Ah oui. Moi aussi, j'adore ça. On apprend toujours. C'est la beauté du podcast. Puis, mais je trouve ça le fun. Puis, tu sais, je sais pas si c'est parce qu'on investit dans les entreprises, justement, souvent qui ont un haut degré en sciences ou en technologie, mais la majeure partie des équipes des entreprises qu'on regarde actuellement sont des équipes, en fait, diversifiées. C'est rarement que des femmes, c'est jamais que des hommes, parce qu'évidemment, ce ne serait pas admissible au lab. Mais notre définition est assez ouverte. Nous, on veut que ce soit des entreprises dirigées par des femmes. Donc, ce qu'on entend par là, dans le fond, c'est que l'entreprise doit compter au moins une femme dans le C-suite qu'on appelle, là, au niveau des hauts postes de direction, donc que ce soit le poste de PDG ou le poste de direction des finances ou de direction des opérations, par exemple, et que cette femme-là ait des parts dans l'entreprise qui font du sens quand on les compare au reste de l'équipe ou des partenaires. Bien, l'ensemble des propriétaires de l'entreprise, exactement. J'avais juste les mots en anglais qui me venaient en tête. Et donc, on veut se garder cette définition-là ouverte, justement, parce que, on pense que les meilleures équipes sont souvent celles qui sont diversifiées. Oui, vraiment. Puis comme tu l'as nommé précédemment, je pense que vous investissez beaucoup dans des entreprises qui comptent une jeune équipe, là, comme peut-être plus entre 20 et 30 ans là, en ce moment. En tout cas, tu as sorti de l'université. Puis je pense que c'est une génération qui est vraiment axée sur comme, hey, on a une solution innovante. Toi, t'es un gars, toi, t'es une fille, toi, tu sais, peu importe ce que t'es, c'est ça, on forme une équipe de feu, puis tu sais, on va y arriver. Là, on est de moins en moins dans la division, je pense, de tout. Là. Absolument. Définitivement. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en les jeunes qui ont une toute autre définition puis un tout autre rapport face à la diversité. Tu sais, ils ont grandi avec... en tout cas, je regarde mes garçons à moi, tu sais, ils ont vraiment évolué depuis leur tout jeune âge dans des milieux extrêmement diversifiés, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la même, tu sais, pour eux... pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Puis même des fois, je me fais challenger par mes gars. Pourquoi tu fais ça, maman? Il me semble que tout le monde est égal, tu sais. Peut-être dans votre génération, mais pas partout encore. Et puis, pour revenir au lab, oui, effectivement, on va investir beaucoup dans les jeunes pousses, donc avec des jeunes entrepreneurs, mais pas que ça. Je veux quand même le mentionner, il y a des entrepreneurs, notamment des femmes, qui décident de se lancer en affaires
beaucoup plus tard dans leur carrière. On est en train d'en regarder une en Saskatchewan, une super belle entreprise qui amène une solution concrète à la sécurité alimentaire. C'est une femme beaucoup plus mature, mais qui arrive aussi avec un bagage d'expérience incroyable, ce qui fait en sorte que c'est aussi super rassurant, tu sais, de dire on investit avec elle. Elle arrive avec déjà une expérience de vie puis des égratignures, là, j'ai envie de dire, qui, tu sais... oui, qui te forgent le caractère. Qui forgent le caractère, exactement. Et donc, c'est aussi super intéressant d'investir dans d'autres types générationnels. On veut que le lab soit accessible à toutes les Canadiennes, peu importe elles sont où au Canada, du Yukon au Labrador. Et à tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Puis, ce qu'on cherche, c'est les projets les plus innovants, les plus inspirants, avec des entrepreneurs exceptionnels qui sont prêts à tout donner, tu sais, pour réussir en affaires, là. Vraiment. On dirait que tu pars en mission. Moi, je trouve ça tellement hot. Mais c'est de même que je me sens, pour vrai. Je me sens en mission, là, totalement. Je trouve ça très hot. Je me sentais déjà en mission avec Evol, puis tu sais, tu m'as posé la question avant qu'on soit au micro, tu sais... qu'est-ce qui t'a amené à changer, tout ça, tu sais, pour moi, Evol, c'est l'amour de ma vie, j'ai envie de dire. Ça a été vraiment une grande histoire d'amour. Puis je pensais pas nécessairement quitter, là, en fait. Mais quand cette possibilité-là m'a été offerte, j'ai vu là une occasion, justement, de poursuivre ma mission personnelle à un autre niveau, puis de peut-être avoir un plus grand impact. Parce que j'avais l'impression qu'avec Evol, j'avais amené toutes les idées que je pouvais amener, j'avais tout donné, tu sais. Puis avec l'équipe qui était solide, qui était en place, je savais que c'était là pour durer, puis que mon impact, tu sais, à moi, personnellement, il serait plus autant nécessaire parce que le projet a été finalement adopté par l'ensemble de l'équipe, puis allait se poursuivre avec ou sans moi. Avec le lab, ben là, c'est de reconstruire quelque chose de nouveau, puis de cette possibilité-là de peut-être pouvoir apporter mes valeurs, un projet d'impact au sein d'une grande institution financière comme BDC, puis à travers le Canada. C'est ce qui m'a amené finalement à dire oui, puis à poursuivre cette mission-là. Fait que oui, je me sens un peu en mission. C'est sûr. En tout cas, félicitations tellement pour tout ça. Félicitations encore. Puis merci beaucoup de ton partage aujourd'hui. On est chanceuse de t'avoir reçu. C'était super pertinent. Honnêtement, j'ai l'impression que tes paroles coulent, comme tout fait tellement de sens. C'est super agréable. Puis on te souhaite beaucoup de succès avec le Lab Excel. On va mettre en description de l'épisode là, les liens. Si jamais il y a des gens qui ont l'intérêt de juste aller voir ou une idée innovante, qui sait. Oui. Puis sinon, ben c'est ça. On vous souhaite un beau succès. Merci. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.